Nous allons décortiquer le vainqueur de ce Grand Prix d'Autriche, l'Empire Austro, tout court évidemment, qui a été le Kaiser de ce week-end. Eh bien, c'était George Russell, mais que de péripéties, que de spectacles, que de controverses. Voilà le mot exact pour discuter déjà de ces formats qualification. Forcément, on va en parler. La pole de George Russell évidemment, qui a eu lieu en qualification. Il faut parler évidemment de ce samedi de qualification avec la pole de George, les Ferrari qui sont placés là, alors qu'on les attend pas vraiment par rapport à ce qui s'est passé aux essais. Donc ça, on va évidemment décortiquer ça parce que c'est vraiment les prédispositions de ce Grand Prix, avec évidemment Max Verstappen aussi qui part à la faute. Et puis derrière ce dimanche de course, avec notre Max 2.0, le retour de notre machine robotisée, le Robocop, qui était en très très grande forme ce week-end, qui va terminer à la 2e place. On va évidemment décortiquer la performance de Max, décortiquer la performance aussi de Kimi Antonelli, évidemment, qui va terminer 3e de ce Grand Prix. On va analyser un petit peu tout ça. Et puis, évidemment, on va faire un petit pamphlet sur les Ferrari, comment le soufflet des qualifications est complètement retombé. Et puis, on va analyser un petit peu tout ça. On en discute, on en parle. C'est enfin bon, bien sûr! Alors pour commencer, je vais aborder un point qui est en lien direct, mine de rien, avec le Grand Prix d'Autriche, mais on va revenir sur ce qui s'est passé évidemment avant. C'est le trophée la 3e place du Grand Prix de Monaco a été officiellement remis à Pierre Gasly. C'est donc officiel, Pierre Gasly est 3e du Grand Prix de Monaco. Vous l'aurez compris, il y a eu un couac complet par la FIA, qui l'a admis, mais qui quand même derrière fait un peu tout et son n'importe quoi. Et la décision donc avait été prise puisque à Monaco, des pénalités avaient été distribuées à tir larigot, avait été avoué que finalement en fait le détecteur avait été placé au mauvais endroit. Bref, un peu trop tôt, donc ça avait infligé des pénalités pour vitesse maximale dépassée dans les stands à beaucoup de pilotes qui avaient été pénalisés. La totalité de ces pilotes, excepté Pierre Gasly, avaient appliqué cette pénalité pendant la course de Monaco, qui est évidemment l'une des plus punitives pour faire ça. Et Pierre Gasly lui avait passé la ligne d'arrivée. Évidemment, quand ils se sont tous rendus compte, ils ont tous fait une réclamation. La seule qui est légitime finalement, en tout cas celle qui a été portée vraiment devant les instances, c'était celle d'Alpine et de Gasly, et elle a été acceptée, sauf qu'évidemment, ça crée un précédent, c'est-à-dire qu'on a pris une décision, on a quelque chose de défectueux, et puis on dit, ah bah en fait, on rétropédale juste pour un pilote. Et donc les autres, ceux qui ont suivi le règlement aussi, qui ont appliqué leur pénalité, et on va la faire claire, hein, ils vont se faire foutre. Maintenant, c'est des conséquences évidemment énormes, et déjà, on y vient, mais ça dégrade quand même pas mal l'image de la FIA. Bon, pendant que monsieur Ben Sulayem, notre grand seigneur, est en train de négocier pour avoir un mandat éternel à la FIA, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Là, en tout cas, les commissaires, faudrait peut-être qu'ils se penchent sur la question parce qu'ils ne prennent pas des décisions de folie. Et lui, qui est responsable de ça, puisque c'est le président de la FIA, devrait s'y pencher très clairement. Bon, on va revenir sur un point essentiel, évidemment. On va rebondir là-dessus. Les qualifications du Grand Prix d'Autriche qui ont donné, évidemment, du spectacle. Alors déjà, parce qu'évidemment, il y a des voitures qu'on n'attendait pas. Pendant les essais libres, très clairement, déjà, les Ferrari avaient un rythme quand même pas terrible, pour pas dire un peu à la ramasse. Et puis on a très bien vu aussi sur les longs relais que c'était pas trop ça. Mais globalement, en fait, on voyait les Ferrari pas vraiment devant en format qualification. Les Mercedes étaient déjà très fortes, une gamme au-dessus.
Et Max, notre grand Max, Maxou Robocop, était de retour aux avant-postes. En tout cas, on voyait qu'il avait une grosse perfo. Les qualifs ont lieu et là, c'est la grosse bataille. Derrière, sur un tour lancé, les Ferrari passent la ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Leclerc, improbable, prend la pole à Lewis Hamilton qui vient se placer en second. Enfin, vraiment, on est où là? Mais bon, il y a encore derrière, évidemment, les autres qui doivent passer. Les McLaren n'améliorent pas, donc ça se joue évidemment avec les Mercedes et la Red Bull de Max Verstappen, qui, on sait, ont un meilleur chrono. George Russell améliore drastiquement déjà les secteurs, donc il va passer à la ligne premier. Et là, Max Verstappen part à la faute. Alors, part à la faute, on y reviendra, c'est pas de sa faute, hein, parce qu'en fait, son aérodynamisme l'a lâché, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est de l'aérodynamisme active, vous savez, l'aileron arrière, il s'ouvre et puis il se referme, il se déclenche. C'est un peu comme le DRS lorsqu'on avait dans la ligne droite. Et sauf que si l'aileron reste coincé, ce qui s'est passé avec Max, il a essayé de le fermer, mais il est resté coincé ouvert. Bah, ça veut dire qu'on essaye de prendre un virage avec un DRS, quoi. Vous voyez? Et en fait, on a une perte d'appui tellement énorme que forcément, c'est pas gérable. Et encore plus, évidemment, dans un virage à haute vitesse comme l'avant-dernier virage du Grand Prix d'Autriche. Donc, notre Max Verstappen qui part à la faute, qui s'envoie dans le mur. Et là, évidemment, drapeau jaune. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, George Russell passe la ligne et il colle 2 dixièmes au Ferrari, alors qu'il y a eu drapeau jaune. Et là, bah, évidemment, derrière, Antonelli lui ralentit, les autres ralentissent, et à la surprise générale, et particulièrement des Ferrari, de Leclerc et d'Hamilton, eh bien, George Russell à la pole. Et là, vraiment, on se dit, mais what the fuck? Y a-t-il un problème quand même? Donc là, on a un pilote qui vient de passer la ligne et vient de décrocher la pole position, sachant qu'il y a eu un drapeau jaune pendant l'exécution de son tour de qualification. Je rappelle que lorsqu'il y a un drapeau jaune, on ralentit. Alors, il y a évidemment la télémétrie qui juge à quel point on ralentit. Et c'est là que ils sont très forts, ces commissaires, pour jouer vraiment sur le détail. Mais la réalité, c'est quoi? Bah, il y a un danger sur la piste, il y a un drapeau jaune, donc on ralentit significativement, de manière suffisamment significative pour prévoir de s'arrêter ou de ralentir en tout cas drastiquement en cas de danger. Alors normalement, drapeau jaune simple, c'est justement ralentir assez significativement parce qu'il y a un danger probant qui arrive. Alors qu'un double drapeau jaune, et c'est là que c'est subtil, on est censé ralentir significativement, suffisamment pour pouvoir s'arrêter derrière. Donc vous voyez, le degré n'est pas le même. Et c'est là où ça va jouer, c'est que George Russell, lui, il va comprendre que c'est un drapeau jaune, il voit que c'est un drapeau jaune, il va à peine relâcher, hein, donc il va à peine ralentir. Et il va passer la ligne et ça va lui faire perdre très peu de temps. Alors ça prouve à quel point aussi la Mercedes avait une marge colossale sur les Ferrari à minima. Et Kimi Antonelli, lui, va croire que c'est un double drapeau jaune. Et la jeunesse, l'expérience qui paye hein, pour George Russell par rapport à la jeunesse de Kimi Antonelli sur ce coup-là. Parce que du coup, Kimi Antonelli il croit que c'est un double drapeau jaune et il freine drastiquement, évidemment, pour pas prendre de risques. Sauf qu'évidemment, quand il passe la ligne 4e et là, il a les boules. Il a les boules complets parce qu'il se dit putain, en fait, comment il a fait Russell pour avoir la pole position là, c'est pas possible. Et là, la FIA, bah, évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire derrière? Elle va prendre une décision, mais claquer en 3 minutes, vraiment. Et elle va dire non, mais c'est bon, Russell a ralenti, ça nous va par rapport à la télémétrie. Donc, ce qui est écrit dans les règles, hein, c'est qu'il faut qu'il ralentisse à peu près de 5%. Alors, là, j'invite quand même les gens à regarder l'onboarding de George Russell juste avant qu'il aborde ce virage. Et au moment où il aborde ce virage, il n'y a aucun moment où il a la capacité de réellement freiner, de ralentir, réellement. Alors, la règle, c'est de la merde. Et 2, les circonstances, le bon sens, aurait préjugé de quelque chose incitant à se dire ah quand même accorder une pole quand même sous drapeau jaune c'est pas fou vraiment. Et franchement cette situation elle est lunaire. D'abord il y a personne qui apprécie cette pole, il y a une espèce de silence sur la piste, on interviewe les Ferrari, Vasseur il est là, il se dit bah c'est quand même bizarre, enfin à la fois on est content parce qu'on n'attendait pas d'être aussi bien classé sur la grille, mais en même temps le premier a fait la pole sous drapeau jaune, c'est quand même très bizarre. Mais bon, on laisse la FIA trancher. Enfin bref.
il y a une ambiance un peu bizarre et nous, on peut pas être satisfait, même si George Russell aurait probablement fait une superbe pole. Bah, là, du coup, elle perd de sa valeur. Enfin, ça rime à rien. Et là, je me dis: «Mais bon», là, on sort quand même de l'épisode du fiasco de Monaco où, en gros, on se retrouve avec un Gasly qui a une 3e place, qui est le seul qui a pas été pénalisé alors que tout le monde a été pénalisé et n'a pas pu récupérer sa place. Lui, Gasly, on lui a accordé bref, une injustice complète malheureusement, même si on adore le français, ça n'a pas de sens. Et puis derrière, on se retrouve avec une situation lunaire où on donne une pole sous drapeau jaune. Mais que fait la FIA? Et là, franchement, quand j'ai regardé cette scène, je me suis dit: «Il manque quelque chose». En fait, ce qui manque, ce sont un juge commissaire, en fait. Comme on a un juge arbitre, pour, un ensemble d'arbitrages, dans un sport, il faudrait un juge commissaire. C'est-à-dire que les commissaires prennent une décision et derrière, il y a un juge qui tranche en disant, par exemple: «Bah, là, moi, je crois que vous faites de la merde». Ça aurait été, par exemple, hyper utile dans ce cas-là et dire: «Attendez les gars, bon, on va peut-être pas juste, sous le principe que ça ralentit de 5 dans le règlement, accorder la pole quand même à un mec, alors qu'on est sous drapeau jaune». En fait, il y a plein de décisions comme ça qui pourraient être tranchées par, une espèce d'instance supérieure et qui dit: «Bah, écoutez, vous avez pris la décision, vous présentez une décision et moi je la valide ou je l'invalide», en gros. Parce que là, voilà, c'est une décision ultra contestable malheureusement. Alors évidemment, ça va complètement conditionner, la suite de ce week-end puisque Russell va s'élancer en pole. Les Ferrari, improbables puisque les Ferrari vraiment n'avaient pas spécialement de rythme, vont venir s'intercaler en 2e, 3e place. Mais évidemment, vous avez compris que dans l'équation, bah, Verstappen s'est envoyé dans le mur, donc il va finir 5e de ses qualifications. Et Anthony, il va pas pouvoir finir son tour, sinon il aurait été classifié devant les Ferrari, ce qui en fait aurait redispatché les Ferrari à la 4e et 5e place. Et ça, bah, on va en discuter justement pour la suite. La suite, c'est quoi? Avant d'aborder évidemment l'épisode Ferrari, qui va être particulièrement savoureux, comme on dit, je me lèche les babines. On va s'aborder évidemment le point de notre trio qui va vraiment animer ce dimanche de course. C'est George Russell, Max Verstappen et Kimi Antonelli. Déjà un point important évidemment. George Russell, il a sécurisé la pole, mais la réalité c'est qu'encore une fois, Kimi Antonelli était un poil, un chouïa plus rapide et je pense qu'il était à 2 doigts de faire la pole, en tout cas devant son coéquipier. Et mine de rien, bah, ce drapeau jaune, ça l'a éliminé de l'équation et ça le place en 4e place sur la grille. Sur un circuit où c'est pas si facile de dépasser. Alors, c'est un circuit où on peut dépasser en Autriche, mais on peut perdre un peu de temps à batailler quand même avant de dépasser et c'est ce qui va se passer pour Kimi Antonelli. Et Max Verstappen, eh bien, il s'est sorti lui-même de l'équation avec ce problème malheureusement d'aileron arrière qui est resté ouvert. Et donc finalement, les deux protagonistes qui pouvaient rivaliser avec George Russell eh ben, se retrouvent en 4e, 5e place sur la grille. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer exactement ce qui doit se passer. On va avoir un départ. Sur le départ, et c'est là où il y a une deuxième erreur de jeunesse de Kimi Antonelli. La première, on l'a dit, c'est l'interprétation de ce drapeau jaune en double drapeau jaune. La deuxième, ça va être ce départ où il va être trop pressé. Il est 4e, il sait que George Russell est premier, il est conscient que son adversaire c'est George Russell. Hein. Il sait qu'il a la meilleure monoplace du plateau. Et là, il va essayer de pousser vraiment dans les premiers virages. Il va prendre un peu trop de risques, il va sortir de piste et puis finalement, il va céder sa place déjà à Max Verstappen et il va finalement trop forcer et il va aussi taper un petit peu trop dans ses pneus, Kimi Antonelli, sur ce premier relais. Ce qui ne va pas le mettre dans des bonnes dispositions pour finalement aller chercher quelque chose. Et derrière, il va traîner ce problème puisqu'il va faire une remontada dès la fin de son premier relais où ses autres relais vont bien mieux se passer. Et là, il va afficher un rythme assez impressionnant, il faut le dire, proche de celui de Max Verstappen qui aura lui aussi un rythme impressionnant. Seulement, voilà, il aura un peu hypothéqué ses chances, je pense, lors de ce premier relais où il va être un peu trop impétueux, on va dire, sur les premiers virages. Manque de patience, manque de lucidité pour l'Italien.
Derrière, on va avoir ces 2 hommes donc qui vont, sortir du lot puisqu'on va le voir plus tard, les Ferrari vont très vite, sortir de cette adéquation et de ce haut de peloton et une fois les Ferrari, sortis de cette équation, il va nous rester George Russell, Max Verstappen et Kimi Antonelli et c'est là qu'on va avoir, clairement un rythme incroyable de Max Verstappen qui va, petit à petit, revenir sur George Russell et petit à petit, on va voir Kimi Antonelli qui va suivre la cadence en fait de Max Verstappen. Alors heureusement, la Mercedes est encore redoutable, mais sur ce week-end de course, chapeau bas à Red Bull qui a réussi son Grand Prix à domicile. Max qui était vraiment impressionnant sur ses réglages, sa vitesse, et on en parlera aussi à Isaac Hadjar qui a quand même terminé 6e de la course, c'est l'une de ses meilleures places de la saison, donc c'est superbe aussi pour lui comme week-end. Et Max Verstappen impressionnant dans ses chronos, dans son rythme de course. Et on retrouve encore une fois un schéma qui est quand même un peu inquiétant pour George Russell. Alors, on va y venir hein, le dimanche de course. Évidemment, George Russell va réussir à remporter le Grand Prix. Seulement, il va quand même bénéficier du matelas que lui aura laissé le début de course et des batailles que va notamment avoir Lewis Hamilton avec Max Verstappen et Kimi Antonelli pour en fait avoir cette possibilité finalement d'avoir ce gap, quoi. Mais ce gap, il va se réduire, il va passer de 10 secondes à 2 secondes sur la ligne. C'est dire à quel point, et je pense pas qu'il ait fait du management, l'anglais, à quel point il est encore en difficulté sur ses autres relais. Et c'est un schéma qui se répète, hein, ça fait quand même 3 fois entre le Canada, l'Espagne et ici, en Autriche. On a toujours un petit peu le même schéma qui se reproduit, à savoir Russell rapide sur le premier relais et puis ensuite en difficulté plus sur ces 2 autres relais pour maintenir ce rythme sur ces fins de relais où ses pneus souffrent un peu plus, quoi. Et il était encore plus en souffrance évidemment que les 2 autres et ça s'est vu, voilà l'arrière qui déchassait et là, le train arrière c'était, la clé de ce week-end de course au Grand Prix d'Autriche et c'est là où il a souffert, sur ces 2 autres relais. Russell va tenir et va remporter cette victoire, mine de rien, qu'il aura eue. Voilà, il a bénéficié des circonstances. Encore une fois, c'est un placement qui le met devant son coéquipier. On est satisfait pour lui parce que ça le remet dans des bonnes dispositions. Ça relance un petit peu cette bataille au niveau du championnat. Il revient à 40 points, il est encore loin, hein, mais et puis il remporte cette victoire qui le met bien en confiance. Mais il y a un gros mais sur ce week-end de course. Bon déjà, ni lui ni Kimi Antonelli était l'homme le plus rapide de ce week-end. C'était clairement Max Verstappen, mais honnêtement Max Verstappen, malgré cette forme, cette belle forme que la Red Bull a affichée au Red Bull Ring, il est hors course, je pense, au niveau championnat du monde. C'est trop loin pour lui, hein, là, c'est beaucoup trop compliqué. Je le vois pas du tout revenir. Mais surtout, Kimi Antonelli était encore plus rapide que son coéquipier sur l'ensemble de la course. Il était juste moins bien placé sur la grille et par défait de course. Et je trouve que tout ça est pas très rassurant pour l'instant encore pour George Russell qui, pour moi, n'a pas encore affiché, à part au premier Grand Prix en fait en Australie, une vitesse vraiment supérieure à son coéquipier, une maîtrise supérieure à son coéquipier. Et là, ouais, c'est pas si facile. Le problème n'est pas réglé, en tout cas pas par une simple victoire. Allez, on rentre évidemment dans le reste du sujet. Alors déjà, on l'a dit, un chapeau bas à Max Verstappen et à Red Bull qui ont vraiment surclassé ce Grand Prix. En termes de rythme de course hein, et au niveau des data analyses, c'est très clair, hein, l'homme le plus rapide, c'était Max Verstappen. Le deuxième plus rapide, globalement, c'était Kimi Antonelli. Et le troisième, c'était George Russell. Mais ça finit pas toujours comme ça parce que les qualifications, elles ont une importance. Et c'est aussi l'intérêt, enfin je trouve que c'est quand même mieux d'avoir retrouvé ce degré d'importance sur la grille de départ, hein, puisqu'on l'a dit au début, c'était un peu le zoo avec le power boost de la Ferrari qui systématiquement prenait la tête au premier virage. Bon là c'est quand même plus intéressant quand même, non pas d'avoir une grille figée, mais d'avoir des départs un peu plus, on va dire, conventionnels. Voilà. Que le mec qui est premier sur la grille soit pas 10e au premier virage, quoi. Donc voilà, et là, on se retrouvait avec un schéma où on sort quand même d'une victoire avec Lewis Hamilton.
Donc, qu'est-ce qu'on attendait de la Ferrari? Bah, il y avait quand même de gros espoirs. Moi-même, j'ai été très surpris parce qu'il y avait des degrés de température énormes et c'est ce qu'avait beaucoup géré Ferrari en Espagne. J'avoue moi-même, hein, je me suis fourvoyé, comme on dit. Je me suis bien planté parce que c'est là où la finesse, en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, en fait, dans les différents circuits et sur les différentes pistes qu'en fait, on ne peut jamais tirer une conclusion hâtive du résultat d'un Grand Prix. On l'a dit après Barcelone, quand même, c'est ma toute petite nuance, ma porte par laquelle je peux m'échapper. C'était que la Mercedes restait l'équipe de référence et qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que Lewis éclate le championnat d'un coup. Mais là où j'étais surpris, en effet, c'est que je pensais que la dégradation pneumatique allait être bien gérée par la Ferrari. Et là, on a assisté à un calvaire. Alors, un calvaire de Lewis, autant que Charles Leclerc, qui évidemment a vécu un calvaire, lui sur la course totale. Mais de toute façon, c'était pas mieux ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Les deux ont vécu un calvaire sur la dégradation pneumatique de leurs pneus arrière, qui est un point essentiel, on l'a dit, de ce circuit. Et qu'est-ce qui a changé? La température, évidemment, était très élevée. On l'a dit, c'était une canicule en Autriche. Mais en fait, la différence par rapport au Grand Prix d'Espagne, c'est quoi? Bah, c'est la hauteur, finalement, parce que quand même, on se retrouve à un niveau, à une altitude plus élevée. Donc la température, mine de rien, elle est un peu plus douce. On a une capacité, en tout cas, pour la piste, de récupérer, se rafraîchir pendant la nuit, à minima, ce qui n'était pas le cas du tout de Barcelone. Et ça, c'est un premier point puisque on est dans les montagnes, hein, au Red Bull Ring. Et puis, il y a un deuxième point, c'est la différence de bitume. En Espagne, le bitume est noir. Et ça, le bitume noir, ça absorbe l'énergie, ça absorbe la chaleur et ça la conserve en fait. Et du coup, le bitume, il est brûlant et la température de piste est beaucoup plus élevée. Là, on a un bitume beaucoup plus clair en Autriche, ce qui fait qu'en fait, la température, elle a été beaucoup moindre. Et en fait, ces deux facteurs vont faire que la dégradation pneumatique va être importante parce que la chaleur va être quand même importante sur la piste, mais c'est pas du tout la même qu'à Barcelone. Et est-ce que pour autant la Ferrari aurait été bonne, même si la température aurait été plus élevée sur une piste moins en altitude? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, la dégradation pneumatique de la Ferrari a été catastrophique ce week-end. Le dimanche, ça a été vraiment une purge pour les deux pilotes Ferrari. Et là, il n'y avait pas vraiment de solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est surtout la fenêtre de température du pneumatique qui est très, très infime. Et en fait, quand on sort de cette fenêtre, bah, on surchauffe. Là, c'était le cas des deux Ferrari, par exemple, qui ont toutes les deux surchauffé du pneu arrière. Et en fait, on a une dégradation tellement excessive que c'est pas gérable. Et on ne peut pas mettre de rythme. En fait, là, les Ferrari, elles sont retrouvées dans un moment où, dès qu'elles mettent du rythme, ça a été le cas sur leur premier relais. Et c'est là qu'on va voir Lewis Hamilton. C'est pour ça qu'il rentre au centre. Lewis Hamilton va faire un très bon départ. Alors là, il va, wow, il va venir apposer son style sur Charles Leclerc. Il va venir le tasser, l'envoyer directement à la 4e place. Ça joue pas team play entre les deux boys de Ferrari. Là, on sent que c'est en mode couteau tiré. Parce que Lewis, il a été en mindset. Je vais chercher cette victoire. Moi, mon but, c'est d'être le mieux classé. Je veux mes 25 points. Après, la désillusion va arriver pour les deux pilotes, hein, très rapidement de toute façon. Les deux pilotes vont progresser et là, Lewis Hamilton, en fait, il va tout simplement essayer de suivre le rythme de George Russell. Seulement, voilà, la Ferrari n'a pas du tout ce rythme ce week-end, ni chez Leclerc, ni Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton en deuxième position, bah, il va tellement perdre sur ses pneus, tellement perdre de temps, tellement dégrader ses pneus qu'il va devoir rentrer. Alors, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est au 12e tour, au 13e tour sur 78, hein, avec ses pneus médiums pour chausser des pneus tendres. Alors pourquoi des pneus tendres? Parce que Lewis Hamilton, vous savez, on a une allocation pneumatique de certains trains de pneus, hein. On a des médiums, des hard, des tendres. Ça, c'est la gamme, hein, plus tendre. Ça veut dire qu'on va plus vite avec, mais ça se dégrade plus vite. Quand c'est médium, c'est le juste milieu. Et les hard, ça veut dire qu'on va moins vite normalement, mais qu'on peut faire durer ses pneus plus longtemps. Donc c'est toutes les stratégies pneumatiques en Formule 1. Bref, et là Lewis Hamilton, il est forcé de rentrer. Il est forcé de rentrer pour passer en pneu tendre parce que en fait, il a plus de médium. Et oui.
Donc la seule solution, c'est de passer en tendre parce qu'après, il va devoir mettre des hards pour terminer la course. Et bah là, ça va être un long calvaire pour Ferrari parce que Lewis Hamilton va rentrer avec des pneus tendres. Et derrière, bah, son rythme bah, va pas être fou. Il va être bien, hein, mais il va pas être fou. Et puis, et il va être les 3 dixièmes, je crois, c'est ça, 3-4 dixièmes plus rapide, Lewis Hamilton en rentrant plus tôt au stand et que les hommes de tête. Et là, on va très vite comprendre bah, que la Ferrari, elle peut pas tenir en fait. Et ça, Lewis Hamilton, la force au moins, c'est qu'il l'aura compris dès son premier arrêt. C'est-à-dire qu'il va essayer de trop pousser sur son premier arrêt et il va se rendre compte, bah, c'est pas possible, en fait, ça tient pas. Bah, en fait, bon, bah, je vais revenir à mon rythme normal. Et en fait, c'est une fois qu'il aura passé son rythme normal, bah, déjà, il va être complètement éliminé du top 3 dont on a parlé, qui a un rythme largement supérieur à lui. Et puis à la fin, en fait, il va même pas tenir contre Oscar Piastri, dont les deux McLaren qui ont disposé d'un rythme intéressant. La McLaren qui est toujours la force sûre, on va dire. La McLaren, si on regarde un petit peu ses forces et ses faiblesses, elle est plutôt bonne un peu partout, mais c'est pas la meilleure partout, que ce soit virage lent, virage rapide, virage à moyenne vitesse, motricité, tout. En fait, c'est une voiture plutôt bonne partout, mais qui n'excelle pas dans un domaine, alors que d'autres voitures excellent dans certains domaines. Donc, selon les circuits, elle arrive toujours à plus ou moins bien se placer. Et là, Oscar Piastri est venu du coup chercher quand même sécuriser cette 4e place. Bah, écoutez, pour McLaren, ça reste une bonne place. Mais il y en a un qui va franchement douiller. C'est Charles Leclerc, on l'aura tous vu, c'était l'agonie pour le Monégasque, l'agonie. Deuxième donc sur la grille, inespérée hein, pour Charles Leclerc. Alors pourquoi inespéré pour cette qualif? On va quand même revenir là-dessus parce que ça va quand même expliquer la physionomie de ce dimanche de course pour lui. Il a laissé son baquet pendant les essais libres 1 à Beganovic. Donc ça veut dire que donc pendant la saison, les pilotes sont dans l'obligation de laisser à des rookies sur une séance d'essais libres 1 leur place. Ils choisissent évidemment ce circuit. Là, évidemment, assez logiquement, c'est un choix intelligent hein, pour Leclerc. Il l'a laissé sur un circuit qu'il connaît par cœur, l'Autriche. Hein, c'est un circuit vraiment qui est vu, revu, où vraiment les pilotes ont leur repère. Et il a laissé cette séance d'essais libres 1 à Beganovic. Seulement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en arrivant en Autriche, la Ferrari n'a pas trop de rythme, du coup, il faut faire pas mal de bidouillage, de configuration. Beganovic, lui, il a été chargé d'un programme qui est probablement valider des évolutions, en tout cas, sur la Ferrari ou tester certaines choses. Donc, rien à voir, en tout cas, avec le fait de... enfin, les paramètres, les réglages de Charles Leclerc. Et Charles Leclerc, lui, derrière, il se place. Il vient décrocher déjà cette 2e place inespérée. Il se qualifie devant Lewis Hamilton. Donc, pour lui, c'est une super qualif, franchement, avec une séance d'essai libre moins que Lewis. Seulement, derrière, bah... en fait, il va souffrir de cette inexpérience, de cette séance qu'il n'aura pas faite en plus. Et du choix de Ferrari, parce que bah, Ferrari, en manque de rythme, bah, Charles Leclerc va se lancer sur une tentative à 2 arrêts, qui va essayer, malgré son manque de rythme, de tenir. Et en fait, sa dégradation pneumatique, elle va être catastrophique. Il va se faire dépasser par tout le monde à la suite. Max Verstappen, Kimi Antonelli, puis Lewis Hamilton avec une bataille, honnêtement, sur le baquet de Ferrari, dont on se serait bien fait passer parce que cette bataille entre les deux pilotes quand ils sont tous les deux à l'agonie sur leurs pneus, elle sert strictement à rien. Je pense que Charles, il a eu vraiment les boules de se faire tasser un petit peu comme ça au départ du Grand Prix d'Autriche et il a voulu un peu ne pas faciliter la tâche de Lewis Hamilton, mais enfin là franchement les gars, vous êtes tous les deux à l'agonie. Cette bataille, cette bataille, cette perte de temps est inutile. Est-ce que Lewis Hamilton aurait pu finir pour autant de Oscar Piastri? Je ne sais pas, mais en tout cas, il aurait pu être plus proche et ça aurait pu se discuter. Bon, Charles Leclerc, de toute façon, il était aux fraises. Donc mais évidemment, donc on l'a dit, bah, là, Charles Leclerc qui va s'acharner sur cette stratégie à 2 arrêts jusqu'au point de non-retour, le point où il se fait déposer par Hadjar, puis par Norris. Et là, bah, bon, bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bah, il est 8e. Donc derrière lui, bah, il n'y a plus personne. Hein, il n'y a plus que Lawson qui est à 40 secondes. Donc bon, bah, autant rentrer au stand. Il va rentrer au stand et puis il va terminer le Grand Prix comme ça à cette 8e place. 5e et 8e, Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui auront subi concrètement sur ce circuit. Avec, bah voilà. Ce que ça nous apprend, c'est qu'il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives.
Et il faut, voilà, vraiment analyser, avec prudence chacune des prestations. Après, honnêtement, est-ce que, la prestation de Charles Leclerc est beaucoup plus catastrophique que celle de Lewis Hamilton? Ouais, bah, il est 8e, l'autre est 5e. OK, il y a un gap entre les 2, mais bon, en termes de rythme, c'était, assez similaire. Charles Leclerc, il s'est qualifié mieux. Enfin, pour moi, c'est pas encore la sonnette d'alarme, même si évidemment Leclerc, lui, c'est le pugilat et derrière sur les médias, évidemment, ça le compte n'y est pas sur l'ensemble des derniers Grands Prix. Mais là, de toute façon, au Grand Prix d'Autriche, aucun des deux n'est satisfait, ni eux, ni la Scuderia de ce Grand Prix pour eux qui a oublié. Bon, comment ça se paramètre tout ça? Bah déjà, on va faire un dernier épilogue quand même. C'est la fin de l'analyse sur ce Grand Prix. On va quand même parler déjà de Racing Bull qui a marqué de gros points et de Alpine. C'est la première fois quand même que notre petit Gasly ne sera pas dans les points, malheureusement, alors qu'il avait fait jusque-là un perfect, hein, dans les points. Malheureusement, Pierre Gasly qui n'a pas pu terminer dans les points, l'Alpine qui n'avait tout simplement pas le rythme, et surtout la Racing Bull qui avait un rythme très impressionnant. Lawson et Lindblad qualifiés 9e et 10e, qui étaient vraiment au-dessus de ce milieu de peloton ce week-end, et qui ont vraiment assuré cette 9e et 10e place, autant sur la grille qu'en course. Il n'y avait pas vraiment de discussion là-dessus. Ils étaient assez sereins, les deux, honnêtement. Et puis, bah, ça leur apporte quand même 3 points. C'est toujours bon à prendre. Euh, mais bon, bah, j'aimerais bien vous parler évidemment de l'ensemble de l'autre milieu de peloton. Mais bah, on en a déjà parlé au podcast précédent. La réalisation s'est pas améliorée. La réalisation crache toujours sur tout ce qui n'est pas dans le top 8. Donc là, on a été vraiment vampirisé sur les 8 premiers du plateau. Bah, principalement, on peut dire même sur les 4 premiers, enfin sur les Ferrari, on va dire Kimi Antonelli, George Russell et Max Verstappen. On peut dire qu'on a vu ces 5-là pendant à peu près toute la totalité du Grand Prix. Euh, donc voilà, toujours pareil, on n'est pas capable de nous montrer un petit peu de ce qui se passe sur le reste du peloton. C'est un peu embêtant, franchement, et c'est assez dégradant la réalisation qui perdure malheureusement. Bon, prochain Grand Prix en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut analyser de ce Grand Prix d'Autriche? Alors, au Grand Prix d'Autriche, l'analyse, il est clair. La Ferrari, elle a quand même eu une adhérence assez incroyable dans les virages à basse et moyenne vitesse. La McLaren, on l'a dit, elle est un peu bonne partout. La Red Bull a une vitesse de pointe incroyable. En tout cas, c'est ce qu'elle avait en Autriche. Et puis la Mercedes, bah, c'est un peu la meilleure partout. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer en Grande-Bretagne dans tout ça? Bah, en Grande-Bretagne, j'ai un peu peur, malheureusement, que la Mercedes soit largement dominante par rapport à l'ensemble des 3 autres écuries. Pourquoi? Et on va arriver sur un circuit un petit peu particulier. C'est un circuit quand même où, en Grande-Bretagne, on a une grosse partie du circuit quand même qui joue à fond. Backets, Mégots, Baguettes, Bagots, Méquettes, Chapelle, pardon, désolé, j'avais même pas à le dire. Cet enchaînement donc légendaire, bah, sur lequel normalement on tire quand même beaucoup. Et derrière, il y a une longue ligne droite. En fait, la problématique là qui va se poser, hein, pour l'ensemble des écuries du plateau, ça va être la recharge. En fait, la capacité de recharge, c'est sur des zones de freinage. Ouais, attendez, hein, parce qu'il y a Monza qui pointe le bout de son nez et là, on va rigoler. Et donc, en fait, c'est à quel point la recharge est optimale, et elle permet de récupérer un maximum d'énergie, plus d'énergie que les autres globalement, pour pouvoir la réutiliser derrière. Et à ce petit jeu, bah, Mercedes est quand même loin devant. En tout cas, a largement optimisé cette partie-là. Et j'ai peur qu'il y ait il y ait pas de combat, comme on dit, quoi. Mais bon, écoutez, on ne sait jamais. Il faut rester optimiste. On espère que bah, les Ferrari vont faire un petit comeback, que notre Maxou va capitaliser avec la Red Bull sur ces évolutions qui ont payé, et que McLaren va rester la force, cette force du plateau qui est toujours présente, on va dire. Et eh bien, on se donne rendez-vous dès ce week-end pour le Grand Prix de Silverstone. Attention, il y a beaucoup d'Anglais. Norris, Russell, Hamilton, ils seront attendus et on va se régaler. Et c'est avec enfin bon, bien sûr!